Madame, monsieur, bonsoir. Le plaisir pour nous ce soir est grand de vous retrouver pour un moment de rétrospection. Une rétrospection qui aura pour fondement l'année 2023 et les différents événements qui ont jalonné son évolution. Nous sommes journalistes. Avec nous ce soir, tous les journalistes de la rédaction de RTI1 qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur l'actualité qui a conduit justement l'année 2023. Ce soir, nous procéderons à une sorte de décryptage de ces faits qui ont contribué à écrire l'histoire de notre pays en 2023. L'institutionnel, la politique, l'économie, les faits de société, la toile et ses mouvements à n'en point finir. Puis, nous terminerons par le sport, car l'actualité en 2024, c'est bien sûr la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février, ici en Côte d'Ivoire. Oui, cette année, la CAN, c'est chez nous. Bonsoir et bienvenue. Le décor est planté, les acteurs sont dans la place à présent aux échanges. Nous recevons pour cette première série d'échanges Madame la directrice des journaux d'information de la rédaction de RTI1 qui s'avance donc vers nous, Madame Habiba Dambélé-Saoué. Bonsoir Madame la directrice, merci d'être avec nous ce soir. Et à vous. Merci à vous également. Toujours gracieuse et toujours belle. Merci Herman. Merci d'être avec nous ce soir. Avec vous, nous allons passer en revue ce qui a marqué l'actualité du côté du palais présidentiel. Ce sera dans un instant. Mais avant, sachez, Madame, Monsieur, qu'en 2023, l'actualité du côté du palais présidentiel n'a pas baissé en intensité. La jeunesse a été mise au cœur des activités du chef de l'État, déclarant ainsi 2023, année de la jeunesse. Un plan d'urgence particulier a d'ailleurs été mis en place afin de maximiser les opportunités d'insertion sociale pour les jeunes. À côté de cela, l'activité institutionnelle du côté du palais présidentiel a connu une intensité à n'en point finir. Et nous en parlons dans un instant avec Viviane Haïma. L'année 2023 a démarré par un fait ô combien soulageant pour la Côte d'Ivoire dans son entièreté, à savoir la libération et le retour à Abidjan dans la nuit du 7 au 8 janvier des 46 soldats du contingent ivoirien de la MINUSMA, injustement détenus depuis 6 mois dans les geôles de la junte malienne. La gestion de cette crise majeure a mis en lumière la sagesse, le sens du dialogue et de la négociation du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et son attachement à la paix et la stabilité dans la sous-région. Au plan intérieur, on retient cette initiative prise par le président de la République Alassane Ouattara en faveur de la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Initiative unique en Afrique, car c'est bien la première fois qu'un pays africain se dote d'un plan Marshall pour promouvoir sa jeunesse. Le programme jeunesse du gouvernement est doté d'un budget de 1118 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans qui va de 2023 à 2025. 2023 a vu aussi l'inauguration de 3 importantes infrastructures publiques, notamment le parc des expositions d'Abidjan destiné aux expositions salons et foires en Côte d'Ivoire et inauguré le 17 juillet. Il est classé comme étant le plus grand parc d'exposition en Afrique. La section Thiébissou-Boaké de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké inaugurée le 24 août. Le pont Alassane Ouattara, qui est le premier pont à haubans de la Côte d'Ivoire, inauguré le 12 août. 2023 reste aussi de triste mémoire l'année du décès de l'ex-chef de l'État ivoirien Henri Konan Bédié, président du PDCI, décédé le 1er août à l'âge de 89 ans. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, lui a rendu un vibrant hommage à travers un deuil national de 10 jours et l'annulation de toutes les festivités de la célébration de la fête nationale d'indépendance. Au plan de la conduite des affaires de l'État, l'année 2023 a vu la nomination par le président de la République le 5 octobre d'un nouveau Premier ministre en la personne de Robert Begré-Mambé. Madame la directrice des journaux d'information de RTI1, on vient de le voir dans l'élément de Viviane Haïma, 2023 a été une année qui a donc été profondément marquée par plusieurs faits. Elle a battu donc le rappel de ces faits. Notons que le chef de l'État a décidé de faire de cette année 2023 l'année de la jeunesse. Concrètement, que s'est-il passé? Des actes concrets.
Pour le président de la République, le PJGouv, ce programme jeunesse du gouvernement, vous savez que 75% de la population ivoirienne est jeune et ces jeunes ont besoin d'emploi, ont besoin de rêver, ont besoin de perspectives. Donc le gouvernement s'est mis à la tâche et a élaboré un référentiel, un programme référentiel de 1118 milliards de nos francs. Et ce programme a permis à 1 million de jeunes d'avoir des projets, de pouvoir rêver, comme je le disais. 200 000 ont été directement impactés grâce à la formation et grâce au financement de leurs projets. Ce programme, je le rappelle, a été adopté en Conseil des ministres au mois de mars, le 22 mars 2023. C'est vraiment un programme phare et toute la jeunesse va en bénéficier. On a d'ailleurs pu voir le ministre en charge de la promotion de la jeunesse aux côtés de ces jeunes mener plusieurs campagnes justement pour inciter ces jeunes à s'approprier ce programme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ce programme va s'étendre aussi, je le rappelle, sur 3 ans, de 2023 à 2025. Et le ministre de la Jeunesse ainsi que 20 autres ministères impactés par ce programme sont à la tâche pour permettre à la jeunesse ivoirienne, en quelque sorte, d'émerger. Alors, dans cet élément de soutien réalisé par Vision Haïma, il a été relevé la réalisation de plusieurs infrastructures en 2023. Pour 2024, ce mouvement va-t-il s'intensifier? Tout à fait. La ligne 1 du métro d'Abidjan, tant attendue des Ivoiriens, le projet va s'accélérer. Ensuite, on a les universités, une 10e université qui va sortir de terre, après la 9e, l'université de Bandoukou. Tout ça, ce sont des programmes qui vont impacter la jeunesse, qui vont aider la jeunesse à sortir quelque part de la pauvreté. On pourrait citer aussi des nombreux échangeurs, le carrefour Aquaba, qui est en cours de réalisation. Il y a aussi le boulevard Mitterrand, maintenant boulevard Kofi Gado, j'espère que vous le savez. Effectivement. 5 échangeurs sont attendus sur ce boulevard pour désengorger un peu les voies. Il y a aussi des axes, l'axe routier Mans, Kouibli, Giglo, Taï, Daloa, Dabakala, Kong. Si on devait tous les citer, on serait là jusqu'à demain matin. Autant d'infrastructures qui témoignent du dynamisme de l'action gouvernementale sur le terrain, n'est-ce pas? On va parler au plan sanitaire de quelques établissements, je dirais même des dizaines d'établissements, 51 au total. L'établissement de premier contact veut dire juste proche des populations. Et puis il y a 12 autres qui sont attendus. Le principe est que les populations ne devraient pas parcourir plus de 5 km pour se faire prendre en charge, pour se soigner. Ça, c'est un principe. Et ce principe est en train de devenir une réalité. Il y a l'Institut de cardiologie de Bouaké qui devra voir le jour en 2024. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour le Béquet et toutes les régions autour, c'est-à-dire le Hombol, le Poro, le Tchologo, j'en passe. Il y en a tellement. Effectivement, pour permettre plus de proximité de ces instituts de recherche donc, et de santé avec les populations, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci Madame la Directrice. À côté de ces activités, il y a justement la Première Dame. Nous allons regarder ensemble au bilan des activités de la Première Dame. Du côté justement donc, de son activité, Dominique Ouattara, toujours fidèle à ses engagements humanitaires, tant aux communautés musulmanes et chrétiennes en période de jeûne, soutien aux femmes via le FAFSI, protection des enfants également en sa qualité de président du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la signature de plusieurs accords avec les États-Unis en vue du financement pour la réalisation d'infrastructures et des actions de lutte. On voit tout cela avec Mama Traoré. Solidarité, cette valeur qui caractérise le cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara, s'est une fois de plus manifestée tout au long de 2023. Comme il est de coutume, communautés chrétiennes et musulmanes ont reçu des tonnes de denrées alimentaires en période de jeûne. Mois de mars dédié à la femme, c'est à Yopougon que la Première Dame Dominique Ouattara s'est illustrée. Initiatrice du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, elle fera bénéficier à la plus grande commune du pays un montant additionnel de 500 millions de francs CFA sur le capital du FAFSI. Fait d'armes principale du FAFSI en 2023, ce sera cette signature d'accord entre le cabinet de la Première Dame et la Caisse nationale de prévoyance sociale survenue le 9 mai 2023. Accord qui prévoit d'enrôler l'ensemble des bénéficiaires du FAFSI à travers le pays au régime social des travailleurs indépendants, RST. Grâce à ce régime, elles bénéficieront d'une couverture sociale en cas de congé de maternité, d'accident de travail et d'une pension de retraite.
Concernant la lutte contre le travail des enfants, 2023 aura enregistré des actions majeures, notamment la signature d'un accord tripartite le 27 avril dernier entre le Comité national de surveillance présidé par Dominique Ouattara, le chocolatier américain Hershey et la Fondation internationale Cocoa Initiative, ICI, pour la construction d'écoles dans 10 communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire. En septembre, c'est au tour du Pacte pour la protection de l'enfance, CPC, d'entrer en vigueur. C'est un soutien financier de 5 milliards de francs CFA du département d'État américain pour la mise en œuvre d'actions multiformes en vue d'éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Au niveau de l'éducation, ce sont plus de 15 000 kits scolaires qui ont été distribués aux écoles de Côte d'Ivoire en 2023. Dominique Ouattara a également parrainé les activités d'Octobre Rose organisées par le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Son message clé lors de cette campagne a été d'exhorter les femmes au dépistage précoce afin d'éviter les formes compliquées du cancer du sein et ainsi sauver des vies. Madame Abiba Dabele-Saoué, comme on peut le voir, les choses ont beaucoup bougé en 2023 concernant la lutte contre le travail des enfants, n'est-ce pas? Des accords de financement, vous venez de le voir dans le reportage de Mahama Traoré, accord de financement avec un chocolatier d'un montant de 891 millions de francs CFA et un accord de financement avec l'État américain d'un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Ces accords vont entrer dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et vont impacter la formation des agents, la répression, la construction d'écoles et tout ce qui va nous aider à éradiquer définitivement cette question du travail des enfants. Des progrès ont été réalisés, ces progrès ont été reconnus. Le rapport 2023 de l'US-DOL, c'est-à-dire l'équivalent du ministère américain du Travail sur les pieds et formes de travail des enfants, sur un classement de 131 pays, la Côte d'Ivoire est au rang des 4 pays à avoir obtenu la plus haute évaluation. Donc les 4 autres pays, je vais les citer rapidement, c'est l'Argentine, la Colombie et l'Ouzbékistan. Donc la Côte d'Ivoire est le seul pays parmi les 4 à avoir accompli de réels progrès dans ce domaine. Quand on sait que le cacao ivoirien était menacé, on peut dire que le chemin a été parcouru grâce aux actions de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Que le chemin parcouru. Une autre action sociale portée en 2023, réalisée par la première dame. Il s'agit bien sûr de l'enrôlement des bénéficiaires du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors, un mot sur cette actualité. Le FAFSI est un assez vieux projet aujourd'hui qui connaît un succès phénoménal. Taux de remboursement à 99%, 25 milliards distribués aux femmes pour leur autonomisation. Aujourd'hui, les bénéficiaires du FAFSI peuvent profiter du régime social des travailleurs indépendants. Vous voyez, la vendeuse d'arachides, la vendeuse de bananes braisées, la vendeuse d'eau, peut bénéficier d'un congé de maternité, peut bénéficier d'une retraite. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, en cotisant simplement 3 600 francs par mois, ils pourront bénéficier de toutes ces allocations-là de maternité ou de retraite. Tout cela va accélérer, pour ne pas dire contribuer à leur épanouissement. Et la première dame, Dominique Ouattara, s'est aussi illustrée sur la scène internationale. Oui, sur la scène internationale, et nous avons eu la chance de l'accompagner en République démocratique du Congo pour le sommet des premières dames d'Afrique pour le développement. La première dame a été très écoutée. Elle a été félicitée par ses consoeurs. Elle a pu dérouler son programme, à savoir l'hôpital mère-enfant, le FAFSI, la case des enfants, les dons de la Fondation Children of Africa, les campagnes ophtalmologiques. Ses consoeurs ont été très impressionnés par son bilan. En plus, elle a fait un don de 300 millions à l'organisation. 300 millions à l'organisation. 300 millions de francs à l'organisation. Dites-nous, que nous réserve l'agenda de la première dame? La première dame va poursuivre ses actions sociales et de bienfaisance avec ses campagnes de vaccination, opérations chirurgicales pour les enfants, notamment à l'hôpital mère-enfant, distribution de kits scolaires. Donc, gardons également un œil sur le chantier de rénovation de la case des enfants et puis la construction d'un centre dédié aux femmes victimes de violences à Adiaké. Très bien.
Alors, juste avant de prendre congé de vous, Madame la directrice des journaux d'information de la rédaction de RTI 1, une dernière question. Que retenir de ces multiples voyages du chef de l'État à l'étranger en 2023 ? Des voyages avec des retombées significatives pour notre pays. Aujourd'hui, quand on parle de la route Mans-Quibli, on pense tout de suite à la Banque islamique de développement, qui aide au financement de grands projets d'infrastructure et qui finance même la construction de certaines universités. Au mois de janvier, le président s'est rendu en France pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations historiques fortes, des relations fructueuses. Ensuite, le président s'est rendu en Arabie Saoudite pour le sommet développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire. De Riyad, il s'est rendu en Allemagne pour prendre part à la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative Compact pour l'Afrique du G7. Donc le renforcement des investissements privés sur le continent et la coopération dans le domaine de l'approvisionnement en énergie durable est au centre des travaux. L'offensive diplomatique de la Côte d'Ivoire se poursuit également avec le vice-président. Il agit par délégation. Donc le vice-président qui a pris part à la COP 28 très récemment, là il a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire pour 0 émission de carbone. Le vice-président a honoré également de nombreux autres rendez-vous à l'extérieur. Il faut signaler la 64e édition du sommet de la CEDEAO, récemment à Abuja. On peut dire, sans se tromper, que la Côte d'Ivoire est au travail sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et je ne vais pas terminer sans présenter mes vœux les meilleurs à tous nos fidèles téléspectateurs. Continuez de nous suivre. La RTI, c'est la chaîne des grands événements et nous allons vous surprendre en 2024. Bonne année encore une fois. Notons également que l'actualité, c'est la CAN et la RTI est en train de justement préparer l'événement pour répondre aux attentes des téléspectateurs, Madame la directrice. La Côte d'Ivoire est prête pour recevoir les nombreux participants. La RTI aussi est prête à être le diffuseur de la CAN. Et puis, on profite pour souhaiter bonne chance à nos éléphants, à nos vaillants éléphants. Nous prions pour eux. Merci à vous, Madame la directrice des journaux d'information, pour ce passage en revue de l'actualité qui aura marqué donc le palais présidentiel en 2023. Place à présent à la politique et ça maintenant, nous recevrons Michel Digré. Et voilà, voici venu l'instant consacré à la politique dans cette émission. Nous recevons ici sur ce plateau Michel Digré. Michel Digré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à cet instant précis. Bonne heureuse année 2024. À vous pareillement. Alors avec vous, nous allons parler de politique. Sur le plan politique, plusieurs événements marqués 2023. Il s'agit bien sûr de ces élections sénatoriales. Il y a eu les élections régionales et le décès, malheureusement, de feu Henri Konan Bédié, ex-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons passer en revue toute cette actualité. Mais juste avant, justement, de passer à cette actualité de fond en comble, sachez, mesdames et messieurs, que ces événements ont contribué à leur manière à écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous rappelle dans cet élément Konaté Moussa. Le 2 septembre 2023, les populations ivoiriennes étaient appelées aux urnes pour choisir leurs élus locaux. Le scrutin pour les élections municipales et régionales a cristallisé toutes les attentions. On note la participation de toutes les forces politiques majeures du pays. Après la proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante, le Conseil d'État, suite à des délibérations, annule les élections dans 9 communes et une région. La reprise des élections dans ces zones est fixée 3 mois plus tard. Les populations de ces localités sont à nouveau appelées aux urnes le 2 décembre. Après donc cette reprise, le RHDP vient en tête avec le plus grand nombre de sièges au municipal, 125 communes, suivi par le PDCI-RDA, 23 communes. Le PPACI a gagné dans 2 communes. Le parti politique URD, 1 commune. Les candidats indépendants ont été vainqueurs dans 47 localités et la coalition PDCI-RDA-PPACI a obtenu 10 sièges. Pour les régionales, le RHDP remporte 26 sièges, le PDCI-RDA 3. La coalition PDCI-RDA-PPACI, 1 région et 1 région pour un candidat indépendant. 2023, année électorale, a vu également la tenue des sénatoriales le 16 septembre. Un collège de grands électeurs composé de 9 430 personnes issues des conseils municipaux et régionaux est convoqué aux urnes pour renouveler les 2 tiers de la Chambre haute du Parlement ivoirien. À l'issue du processus de vote, le RHDP obtient 58 sièges,
Le PDCI-RDA, 6 sièges, 2 pour les candidats indépendants. Les 33 autres sénateurs ont été nommés par le chef de l'État, conformément à la Constitution. Au nombre des personnalités choisies, la ministre Kandia Camara, qui est élue par la suite présidente du Sénat. Alors Michel Digré, cet élément de Konaté Moussa nous plonge de plein fouet dans cette actualité marquée par ces élections. Que peut-on dire de ces élections en 2023, surtout des élections locales? Peut-on par exemple dire que le RHDP confirme sa suprématie sur l'échiquier politique national? Exactement, Herman Divé, comme cela a été mentionné dans le reportage de Moussa Konaté, le RHDP a littéralement damé le pion à tous ses adversaires politiques au cours de ces élections locales de 2023. Le parti présidentiel a non seulement consolidé ses acquis, mais a également conquis plusieurs zones. Comme vous pouvez le constater sur vos écrans, le RHDP passe de 92 sièges en 2018 à 125 sièges en 2023 pour les municipales. En ce qui concerne les régionales, le RHDP passe de 18 sièges en 2018 à 26 sièges en 2023 et enfin de 50 sénateurs en 2018 à 58 sénateurs en 2023. Herman Divé, nous sommes dans la ferveur de la CAN. Si nous étions en football, on dirait que le RHDP est une équipe très solide dans tous ses compartiments avec un capitaine, un chef, le président de la République, le président du RHDP, Alassane Ouattara. C'est lui qui porte le brassard, c'est lui qui donne le rythme, le tempo et ses lieutenants sur le terrain font le job. Voici ce qu'on peut dire pour les performances du RHDP à l'occasion de ces élections locales de 2023. Et quelle analyse faites-vous des résultats obtenus par le PDCI-RDA? Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que le PDCI a connu 2 grosses pertes avant ces élections locales. Il s'agit de la disparition subite de son président Aimé Konan Bédié et de celle de son vice-président Gaston Ouassena Koné. Ça a été de lourdes pertes, mais le PDCI est allé à ces élections avec courage et détermination. Mais malheureusement, n'a pu faire mieux qu'en 2018. De 50 maires en 2018, le PDCI est passé à 23 maires en 2023. De 6 sièges de conseil régional en 2018, il régresse à 3 sièges en 2023. Mais attention, le PDCI n'est pas terrassé, c'est un parti résilient, c'est un parti expérimenté et il semble avoir trouvé son champion, son messie, je dirais, parce qu'à la faveur du congrès du 22 décembre passé, Tidiane Thiam a été élu comme le nouveau président du PDCI-RDA. Si on était également au football, on dirait que c'est un recrutement de poids pendant le mercato. Le PDCI peut également compter sur un entraîneur expérimenté, à savoir le doyen Kopli Boni. Tout ça pour dire que c'est une équipe à suivre de très près à l'occasion des élections prochaines en Côte d'Ivoire, notamment la présidentielle de 2025. Très bien. Alors on constate également que les indépendants sont toujours dans la course, malgré les menaces de leur parti d'origine. Un mot sur les performances de ces indépendants, ces élections. Alors les indépendants sont effectivement toujours dans la course, jouant parfois les troupes faites, souvent incompris comme un joueur qui s'appelle Wilfried Zaha. Vous savez de quoi nous parlons. Alors, de 56 sièges en 2018 pour les municipales, les indépendants passent à 47 sièges en 2023, de 3 sièges pour le conseil régional en 2018. Ils n'en ont plus qu'un seul en 2023. Et le chef de file de ces indépendants, c'est, on va dire, le véritable indépendant, à savoir le maire de Tiasalé, Assalé Timoko. Son jeu en politique nous rappelle un peu un certain Baki Koné, international de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Assalé Timoko en politique est très tenace et ça donne de belles perspectives pour les indépendants pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Alors, je vois dans vos commentaires que le lien est bien établi avec le football. Bien sûr, pour coller avec l'actualité qui est justement la CAN que la Côte d'Ivoire va organiser, on va en parler justement avant la fin de cet entretien. À quel commentaire justement vous inspirent les résultats du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, du FPI, le parti de Pascal Affi-N'Guessan et du MGC de Simone Gbagbo? Alors, ce fut une grosse désillusion pour ces 3 partis-là. On avait pensé que le retour au pays de Laurent Gbagbo allait consolider l'union autour de ces grandes figures qui constituaient la majorité présidentielle en 2010. Mais malheureusement, on a assisté à des conflits d'intérêts, de personnes, etc. Et donc, finalement, ceux qui ont conservé l'enveloppe ou ceux qui ont détenu le contenu ou gardé le contenu de la grande famille FPI, d'alors n'ont pu faire mieux pour ces élections locales de 2023. Il va falloir certainement que ces 3 grandes figures puissent tirer le bilan
tirer le bilan de ces élections-là et pourquoi pas même se rapprocher parce qu'on se rend compte au regard des résultats qu'unis sont plus forts que divisés. Et donc, s'ils veulent véritablement jouer un rôle majeur au cours des élections prochaines en Côte d'Ivoire, je pense qu'une remise en question de leur stratégie de jeu dans la compétition politique en Côte d'Ivoire doit être repensée fondamentalement. Alors au plan international, en 2023, plusieurs conflits sont ouverts dans le monde, notamment le conflit israélo-palestinien. On parle de guerre également en Ukraine qui continue de s'enliser. Peut-on parler d'échec diplomatique sur le plan international? Malheureusement, le constat que l'on fait, c'est que la force des armes est en train de prendre le pas sur la force de la diplomatie, la force de la négociation, et c'est dommage. On dénombre déjà en 3 mois plus de 23 000 morts dans la guerre dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Je veux dire qu'il faut, à un moment donné, pouvoir s'asseoir et dialoguer. Dans l'histoire de l'humanité, on a connu de grands diplomates qui ont pu concilier des personnes qui étaient censées être des adversaires, voire des ennemis. On a de grands diplomates qui ont pu, je veux dire, mettre des personnes qui étaient en désaccord, d'accord sur les désaccords et trouver des solutions à des différents conflits. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on revienne sur les fondamentaux de la diplomatie internationale, de la négociation, afin de non seulement prévenir, je veux dire, les conflits, mais les régler lorsque ces conflits-là surviennent. Parce qu'en définitive, les morts sont bien souvent des victimes civiles innocentes qui n'ont rien à voir souvent avec les raisons qui ont suscité la guerre. Alors, Michel Digré, nous voici au terme de notre entretien. Juste avant de justement passer à autre chose, dites-nous comment est-ce que le politique prépare cette CAN que va accueillir notre pays? Écoutez, le président de la République, à la faveur de son dernier discours, a souhaité que chaque Ivoirien soit un ambassadeur pour la réussite de cette CAN-là. Je pense qu'au niveau du service politique, on va, je vais dire, nous mettre au travail pour véritablement décortiquer l'actualité sportive autant que les journalistes sportifs. Vous avez vu, c'était un bel exercice. On a pu concilier la politique au football au cours de cet entretien. Et le service politique, bien entendu, jouera sa partition pour que cette CAN-là soit la plus belle. Mais également, lorsque je voudrais rappeler que je vous en prie. Le président Félix Houphouët-Boigny en 1984 organisait la CAN en Côte d'Ivoire. Il avait le secret espoir que cette CAN-là resterait sur les bords de la lagune ébriée. Et donc là, on a une belle occasion de traduire non seulement la vision du président Alassane Ouattara en acte, en faisant que ça soit une belle cadre, mais également de garder cette coupe et faire en sorte que cela puisse être un hommage à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à vous, Michel Digré, pour votre contribution à cette émission. Place à présent à l'économie. L'économie, allons ensemble regarder aux battements de cœur qui ont justement animé l'économie ivoirienne en 2023. Merci de nous rejoindre ici sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chef du service économie, justement, de la rédaction de RTI1. Bonne heureuse année 2024. Bonne heureuse année, Herman. Tous nos vœux de succès pour cette nouvelle année. On espère bien pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, avec vous, nous allons visiter les pages qui ont justement animé 2023, les pages économiques. Nous allons également parler de ces succès enregistrés par la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Et ça maintenant. 2023. Une année difficile pour l'économie mondiale avec la persistance de la crise russo-ukrainienne et ses conséquences sur les circuits commerciaux et la chaîne logistique. La Côte d'Ivoire a aussi subi cette conjoncture internationale qui a entraîné des problèmes au niveau de l'approvisionnement en céréales, notamment en riz et en blé. Des perturbations qui ont impacté les prix du pain et de la farine. 2023, c'est aussi la baisse de la disponibilité du sucre due au retard de la campagne sucrière. Si les choses semblent rentrer dans l'ordre, il n'en demeure pas moins que le marché reste volatile. La tendance inflationniste a également touché les hydrocarbures, à cause essentiellement de la flambée continue du dollar. Juillet et décembre, 2 mois qui ont consacré des réajustements tarifaires de l'électricité. Le gouvernement justifie ces ajustements par le déficit financier chronique du secteur en lien avec la hausse du coût des intrants. La bonne nouvelle, c'est la conclusion en avril dernier d'un programme économique de 2000 milliards de francs CFA avec le Fonds monétaire international, FMI. La perspective de croissance économique devrait tourner autour de 7% en 2024.
Lansine Bakayoko, cet élément réalisé par Dangui nous rappelle certains faits importants survenus au plan économique en Côte d'Ivoire, notamment le renchérissement quasi généralisé des prix. Nous aborderons ce chapitre, mais avant, regardons ensemble à cette importante découverte pétrolière observée au large d'Assini, un gisement qui est d'ailleurs entré en production en août 2023. Qu'est-ce que cela va apporter à la Côte d'Ivoire? La mise en production de ce gisement va beaucoup changer la Côte d'Ivoire, puisque aujourd'hui nous sommes à un niveau de production de 30 000 barils jour au niveau du pétrole et à 200 000 pieds cubes au niveau du gaz naturel associé. Alors, lorsque cette unité de production de pétrole va rentrer en vigueur, la Côte d'Ivoire en vitesse de croisière sera autour de 430 millions de barils de pieds cubes de gaz naturel et de 200 000 barils jour. Ça, c'est des changements notables. Au niveau notamment des recettes d'exportation et surtout ça va avoir une incidence positive sur les recettes budgétaires. Le prix du carburant qui a justement été donc revu à la hausse au cours de l'année précédente, le gouvernement a résisté avant de céder sous la pression du marché. Expliquez-nous un peu de quoi il en retourne. La production du pétrole, des hydrocarbures notamment, est conditionnée par l'environnement international puisque les échanges se font généralement en dollars. Vous savez qu'avant cette découverte, la Côte d'Ivoire n'était pas une grande productrice d'hydrocarbures. Nous importons du pétrole brut du Nigeria. Or, les circuits commerciaux étant déstabilisés en raison de la crise russo-ukrainienne et de la volatilité des cours du pétrole qui sont payés, je disais, en dollars, tout cela a eu un impact négatif sur la productivité du pétrole et sur les taux d'échange. Cela a provoqué un renchérissement au niveau des intrants des hydrocarbures et donc le gouvernement s'est vu dans l'impossibilité de continuer la subvention. Il faut dire qu'un an plus tôt, la Côte d'Ivoire avait injecté près de 800 milliards de francs CFA au niveau des subventions. Elle avait considéré que cette crise russo-ukrainienne allait être une crise conjoncturelle. Malheureusement, cette crise est devenue structurelle, c'est-à-dire qu'il fallait faire avec. Il fallait prendre des dispositions structurelles pour pouvoir contenir cette poussée inflationniste au niveau des hydrocarbures et le gouvernement n'avait d'autre choix que de réajuster les prix. Après le carburant, c'est l'électricité. On parle d'ailleurs d'ajustement tarifaire. La Côte d'Ivoire avait-elle une alternative autre que l'ajustement du prix du kilowattheure? Pour tenir compte de la réalité du marché, il n'avait également pas d'autre alternative que de réajuster le prix de l'électricité, puisque aujourd'hui c'est un secteur qui est en déficit structurel, en déficit chronique de l'ordre de 33 milliards de francs CFA en 2022. Et ce déficit n'était pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, même avec les deux ajustements structurels, le premier qui est intervenu en juillet et la seconde qui vient de se dérouler il y a quelques semaines, malgré tout ça, la Côte d'Ivoire doit injecter encore des ressources pour pouvoir permettre à sa population de ne pas ressentir le poids pesant des coûts de l'électricité. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la rentrée en production du gisement Baleine va impacter la production du gaz naturel, va s'accentuer. Et donc, la Côte d'Ivoire pourra aujourd'hui alimenter d'autres centrales thermiques qui vont être mises en place. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la production pétrolière, les sociétés de production du pétrole sont en déficit chronique du fait de beaucoup de facteurs. Ceux qui prennent l'électricité avec la Côte d'Ivoire, notamment les pays de l'Interland, ne sont pas souvent de bons payeurs. En plus, les intrants sont devenus aujourd'hui très coûteux. C'est toujours en dollars que ces transactions sont effectuées. C'est vrai, la Côte d'Ivoire produit du gaz naturel, mais le marché reste difficile pour ces sociétés de production. La compagnie ivoirienne d'électricité, malgré le recouvrement qui se fait, ce recouvrement n'est pas en mesure de couvrir les charges. Et donc, le gouvernement, pour atténuer l'impact, était obligé de réajuster les prix parce qu'en réalité, il y a d'autres priorités. Pas que l'électricité n'est pas une priorité, mais il y a d'autres secteurs où il va falloir injecter de l'argent, notamment dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, les infrastructures routières, qui sont des vrais catalyseurs de développement. Et donc, la Côte d'Ivoire a fait cette option. Alors, en avril dernier, le gouvernement a conclu un accord de 2 000 milliards de francs CFA sur 40 mois dans le cadre du programme économique avec le Fonds monétaire international. Quelles sont les implications de cet accord? D'abord, il faut présenter le tableau de 2023. L'inflation a été bon an mal an contenu, malgré cette poussée, a été contenue à 3,7 points. Et malheureusement, il y avait un déficit budgétaire qui s'est creusé. Ce déficit budgétaire s'est creusé du fait du resserrement des conditions d'accès au financement, du fait des conséquences de la Covid, qui jusque-là est de soutien aux activités profondément touchées
par les conséquences de cette Covid. Et donc, le gouvernement a dû injecter beaucoup d'argent dans ces secteurs qui n'étaient pas prévus. Et donc, le déficit budgétaire s'est creusé. C'est vrai, la balance commerciale est restée excédentaire autour de 500 milliards de francs CFA. Et tous les autres indicateurs, effectivement, sont au vert. Mais cet accord qui vient d'être signé avec le Fonds monétaire international, cet accord de service va pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir 2000 milliards sur 40 mois. Et ces ressources vont permettre d'assurer, de préserver la viabilité des finances publiques et surtout de gérer la question de la dette. Vous savez que les chocs croissants au niveau des déséquilibres budgétaires sont énormes et la Côte d'Ivoire devrait pouvoir tenir avec ce ballon d'oxygène que le FMI essaie de lui concéder. Alors, Lansina Bakayoko, en 2023, il y a eu le Sahara qui a drainé du moment dans le nouveau parc d'exposition d'Abidjan, une fierté d'ailleurs nationale pour la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous faire un bref bilan de ce salon? D'abord, il faut dire que ce Sahara, c'est la première fois qu'il se tient dans ce site, dans ce parc d'exposition. Viviane Aimé en a parlé précédemment. C'est le plus grand parc d'exposition, au moins au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et donc c'était une première. Et les visiteurs n'ont pas boudé, puisque nous avons eu au moins 400 000 visiteurs pour ce Sahara 2023, et il y a eu des intentions d'investissement, ces intentions d'investissement aussi autour de 403 milliards de francs CFA. Peut-on dire que l'organisation de ce salon s'est inspirée du Salon international de l'agriculture qui se tient régulièrement à Paris? Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Sahara se pose comme une belle vitrine pour la Côte d'Ivoire de vendre son agriculture, de vendre sa production animale. Et au regard de la présence, au regard de la mobilisation extérieure, au niveau de la mobilisation internationale, on a vu beaucoup de pays qui étaient à Abidjan, qui ont participé à ce Sahara. On peut dire que la Côte d'Ivoire a son salon de Paris ici à Abidjan. Lansina Bakayoko ne saurait vous avoir sur ce plateau sans vous poser la question qui suit. Vous le savez, l'actualité c'est la CAN et la CAN c'est chez nous. Le pays s'est doté de grands moyens, a injecté de grands moyens financiers pour le succès de cette CAN. Peut-on dire que la Côte d'Ivoire se donne les moyens de réussir cette CAN et de faire de cette CAN la meilleure CAN de l'histoire de toutes les CAN? La CAN n'est pas que sportive, la CAN est aussi touristique. Le volet économique, justement. Le volet économique, c'est beaucoup de visiteurs qui vont venir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont participer à la dynamique sportive qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et donc, la CAN, c'est aussi, au-delà des questions sportives, une question économique. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Le gouvernement a dû injecter au moins 1000 milliards de francs CFA dans les infrastructures sportives pour sa jeunesse. Et ça doit être rentabilisé. Merci à vous, Lansina Bakayoko, pour cette riche contribution à cette émission rétrospective 2023. Voici venu le moment de nous séparer. Quelques mots, un mot particulier pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui nous suivent certainement. Oui, les éléphants barrissés. Nous n'attendons que ça. Merci et on attend la victoire. À place à présent, au service société, nous recevons dans un instant Serge Coléa, chef de ce service, avec qui nous parlerons justement de l'actualité qui a émaillé 2023 en société. Et voilà la rubrique consacrée à la société dans cette émission rétrospective. C'est maintenant à Serge Coléa, chef du service société. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. C'est partagé. Très beau costume. Merci. Bonne heureuse année 2024. Bonne heureuse année à vous aussi, Guvé. Alors Serge, avec vous, nous allons parler du volet, on va dire, de tout ce qui a marqué l'actualité en 2023 sur le plan de la société. Nous avons ces universités qui sont nées. Nous avons également l'école de la deuxième chance, cette alternative qui est offerte à ceux qui sont sortis du système de pouvoir y revenir. Et ce sera dans un instant. Mais avant, suivant cet élément réalisé par Sephora Zegui qui plante le décor de notre entretien. Merci. 2023 a été marqué par l'une des volontés du président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété dès le 31 décembre 2022, année de la jeunesse. Joignant l'acte à la parole, plusieurs ministères sectoriels ont été instruits à l'effet de poser des actions concrètes en faveur de la jeunesse ivoirienne. 75 921 jeunes bénéficient des dispositifs de l'école de la deuxième chance à travers les formations de reconversion, de requalification, les formations par apprentissage et les formations dans les centres de services civiques.
Avec la mise en place d'un fonds d'1 milliard de francs CFA en vue d'accompagner le développement des start-up, 81 110 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement au financement de projets dans l'entrepreneuriat. Au niveau de l'enseignement supérieur également, les lignes bougent. L'université de Bondoukou a ouvert ses portes avec 500 premiers étudiants le 2 octobre 2023. Portant à 9 le nombre d'universités publiques de la Côte d'Ivoire. Elle est la seule qui forme en architecture et en urbanisme. Une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation a été promulguée. Cette loi va permettre de résoudre les problèmes systémiques qui se posent au sous-secteur. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de la capacité d'accueil dans le supérieur public, du manque d'enseignants dans certaines spécialités et de l'insuffisance du financement de l'enseignement supérieur. Nous parlons à présent d'éducation. L'année 2023 s'est achevée par une note d'espérance avec le lancement officiel du concours régionalisé du CAFOP qui vient booster l'opérationnalisation des conclusions des EGENA, États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En 2023, le gouvernement a également réorganisé le concours d'entrée dans les CAFOP pour donner la chance à plus de jeunes d'avoir accès à ces écoles de formation pour les maîtres. Retour donc dans ce studio avec Serge Koléa, chef du service Société, et nous reconnaissons également Sephora Zegui et plusieurs journalistes du service Société, Walter Amadou Ouattara, de fin limier de ce service, Grace Kondo également qui nous revient de Dubaï, qui a préparé donc à la COP28, Serge Koléa. Et bien, au cours de 2023, dans l'enseignement supérieur, on a observé la suppression du tronc commun de l'école préparatoire aux sciences de la santé. Pourquoi la suppression du tronc commun? Alors, c'est une décision collégiale, on va dire, qui a été prise par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en accord avec le ministère de la Santé et bien sûr avec les 4 UFR des sciences de la santé. Alors, Guy, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une décision qui a été réfléchie mûrement quand on connaît le tronc commun dès le départ au niveau de l'université Nangouya Bourgoua Diamé. C'est une filière qui a eu pour réputation cette rigidité, une filière un peu fermée, et puis qui a engendré aussi dans son caractère préparatoire des effectifs pléthoriques. Beaucoup d'étudiants ont abandonné cette filière. Il y a eu également la qualité de la formation qui était un peu remise en cause. Eh bien, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, après concertation avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes de cette filière des sciences de la santé, a décidé véritablement d'injecter du sang neuf en la rendant beaucoup plus flexible dans un objectif bien précis, faire en sorte que la qualité de la formation soit relevée et permettre l'émergence d'une plus grande quantité de jeunes médecins en Côte d'Ivoire. Donc, qualité de la formation renforcée, ouverture à beaucoup plus d'étudiants avec des possibilités de les permettre d'être beaucoup plus efficaces et d'aller beaucoup plus vers la filière des sciences de la santé. Donc, je peux dire, au regard de ce que nous avons entendu du ministère de l'Enseignement supérieur, que c'est une décision assez réfléchie qui a donc eu l'assentiment de tous les acteurs du système universitaire. Alors Serge, le 2 octobre 2023, l'on a assisté à l'ouverture officielle des portes de l'université de Bondoukou. À ce jour, combien d'universités compte le pays? Aujourd'hui, on va dire que la Côte d'Ivoire compte 9 universités. 10 ans en arrière, on n'était pas à ce niveau. C'est un bond assez prodigieux. 9 universités avec la dernière en date, l'université de Bondoukou, qui est donc une université ultra moderne avec une école, 5 unités de formation et de recherche et 2 instituts. Alors l'innovation, c'est que c'est une université qui va désormais former des architectes, des spécialistes en urbanisme. Donc, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire prend la main dans ce secteur, dans cette filière qui était dévolue au secteur privé. Donc, l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme s'installe à Bondoukou pour le bonheur de nos étudiants, on va dire. À côté de cette université qui est opérationnelle à 100%, il y a une 10e université qui est en train de pointer à l'horizon du côté d'Odiéné. Et les dispositions sont en train d'être prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire inaugure très bientôt sa 10e université.
Et notons que l'ouverture de cette université de Bondoukou renseigne de justement cette volonté du chef de l'État qui se concrétise encore, n'est-ce pas? D'accord, écoutez, vous savez que le chef de l'État a déjà placé l'année 2023 sous le sceau de la jeunesse. Et donc, c'est toute cette volonté politique qui s'exprime en créant le cadre de formation, en permettant donc à ces jeunes d'avoir toutes les opportunités et les offres donc, pour pouvoir se former et donc accéder à ces métiers qui vont les permettre donc, de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et la transition est toute trouvée pour parler justement de l'emploi jeune. Alors, quelles sont les actions concrètes qui ont justement été offertes à ces jeunes au cours de 2023? Alors, concrètement, on va le dire, 2023 a été bénéfique et profitable pour nos jeunes. Vous en parliez tout à l'heure avec la directrice des journaux d'information. Il y a eu en tout cas des chiffres importants qui notent que nos jeunes ont été véritablement pris en charge. Alors au niveau du service société, on va donner quelques chiffres, notamment un peu plus de 122 000 emplois formels qui ont été créés pour les jeunes cette année, dont 82% de ces emplois formels dans le secteur privé. Alors aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens qui sortent des écoles ont la possibilité, grâce à l'Agence Emploi Jeunes, de bénéficier de stages de façon pratique et de façon opérationnelle. Cette année, on en dénombre 21 500 stages qui ont été donc offerts à nos jeunes au niveau de la RTI, la radiodiffusion de télévision ivoirienne. Nous en recevons régulièrement. C'est dire qu'aujourd'hui, le souci du stage a été réglé par l'État de Côte d'Ivoire quand on sait que ces jeunes, quand ils s'adressent à l'Agence Emploi Jeunes, ont la possibilité d'être déployés dans toutes ces grandes entreprises de l'État de Côte d'Ivoire. On va également parler des bourses d'études et des secours financiers qui sont assez importants quand même au niveau de la jeunesse cette année. On dénombre environ 112 000 jeunes qui en ont bénéficié. Donc c'est important de le dire, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas des propos, encore moins des slogans. 2023 a été véritablement une année au profit de la jeunesse. On a également quelques éléments qui corroborent donc cette vision du chef de l'État. C'est donc la construction d'infrastructures en faveur des jeunes, des infrastructures de formation. C'est important parce qu'un jeune doit être formé avant d'être inséré. Donc cette année, on dénombre 69 structures de formation construites et d'autres qui sont en cours de construction. On a parlé tout à l'heure de l'université de Bondoukou qui est fin prête. On a parlé de l'université d'Odiodé qui est en cours. Donc c'est dire la part belle qui a été faite en 2023 à cette jeunesse sur laquelle le chef de l'État compte beaucoup. On reste avec les jeunes pour parler cette fois de notre pan de leur insertion. Il s'agit de l'école de la seconde chance, un projet cher au chef de l'État. Un mot là-dessus? L'école de la seconde chance, c'est vraiment une nouvelle opportunité pour une certaine catégorie de jeunes qui n'ont pas forcément été insérés dans le circuit classique. L'État leur donne l'opportunité, la chance de pouvoir s'insérer avec l'école de la seconde chance. Alors Serge Koléa, le dernier point de votre intervention va s'articuler autour de la COP28, cette grande rencontre internationale à laquelle la Côte d'Ivoire a pris part. Alors, quelles ont été justement les grandes articulations de ce moment et que peut-on retenir de la participation de la Côte d'Ivoire à cette COP28? La Côte d'Ivoire est revenue de cette COP avec des acquis importants. La Côte d'Ivoire a signé un plaidoyer pour le financement de l'éducation environnementale et climatique en Afrique de l'Ouest. Il y a également la mise en place d'un cadre de partenariat spécifique sur la finance climat de la BOAD et de l'UEMOA pour accompagner donc la Côte d'Ivoire. Il faut également dire que la Côte d'Ivoire à la COP28 a pu, avec l'appui du secrétariat général des Nations Unies, s'est engagé donc à accompagner la Côte d'Ivoire à construire un portefeuille de projets structurants dans les secteurs liés donc à l'environnement. Comment est-ce que le service société prépare la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, c'est un gros morceau, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez qu'au plus haut niveau, à la RTI, la Coupe d'Afrique des Nations est un événement qui est en tout cas organisé de façon minutieuse. Au niveau du service à société, sous la haute direction de la directrice des journaux d'information, eh bien, nous préparons une série de sujets ces sujets-là vont permettre aux Ivoiriens de vivre l'engouement, de vivre les ambiances de la Coupe d'Afrique, de vivre aussi des anecdotes. En tout cas, tout l'environnement
autour de cette Coupe d'Afrique des Nations et même les Coupes d'Afrique antérieures, donc de façon historique, on reviendra sur des faits croustillants. Eh bien, au niveau de la direction des journaux d'information, nous sommes à pied d'œuvre. Je voudrais tout simplement dire que les Ivoiriens devront s'attendre tous les jours à des sujets pointus. Merci à vous, Serge Koléa, pour votre participation à cette émission et pour cet éclairage plus que précis que vous avez partagé avec nous sur ces faits qui ont marqué 2023 sur le plan de la société. Bonne heureuse année 2024. Merci Guvé, bonne heureuse année à tous les Ivoiriens et bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci Serge. Place à présent à RTI Info. On les appelle les vérificateurs de l'information. Nous recevrons dans un instant celui qui a la charge de justement diriger ce service, Lansina Ouattara. Lansina, bonsoir. Bonsoir Eman. Vous êtes le chef du service des vérificateurs, les vérificateurs de l'information. Avec vous, nous allons passer justement le regard rétrospectif sur ces faits saillants qui ont marqué donc 2023 au plan justement de l'actualité institutionnelle, politique, sociale et sportive, pourquoi pas. Et ça maintenant, mais avant, suivons ensemble cet élément que vous nous proposez qui s'appelle le zapping des vérificateurs. Cette épave est bel et bien celle d'un minicar appelé Massa qui est entré en collision avec un camion de transport de marchandises stationné en pleine chaussée sur l'axe Bouaké-Katoula ce week-end aux environs de 19h. Un violent choc qui a fait une dizaine de blessés et 15 morts. Les éléments de l'Office national de protection civile ont transféré les blessés au centre hospitalier régional et les corps sans vie à la morgue de Katoula. Le lendemain, à 10h, au même endroit, un car de transport en commun est entré également en collision avec un camion citerne. Cette scène de désolation à 14 km de la commune de Katoula interpelle plus d'un usager. C'est sur cette voie dénommée la colonne des étalons d'or du Yenenga à Ouagadougou que sortira des terres dans quelques jours la statue du cinéaste Roger Nwa Mbala. Étalon d'or du Yenenga en 1993 avec son film Au nom du Christ. La pose de la première pierre de cette statue vient d'être faite par la ministre Françoise Remarque en compagnie de ses homologues burkinabés, maliens et sénégalais. La Journée internationale des droits des femmes 2023 porte sur les leviers d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. Il s'agit de montrer la nécessité des technologies et d'une éducation numérique. Le lancement officiel s'est tenu le 18 février dernier avec environ 6 000 personnes interconnectées. Cette année, comme innovation, le digital est au cœur des préoccupations. C'est dans cette salle sous étroite surveillance que René Le Bateau, en charge de l'exploitation du transport d'énergie, coordonne les opérations de rétablissement du réseau électrique perturbé par l'explosion du transformateur survenu ici à Vridi. Sous ces installations électriques, les premiers groupes ont déjà sécurisé les équipements impactés afin de minimiser les coupures sur le réseau. Des coupures qui sont causées non pas par des délestages, mais liées à la suspension des lignes de transport en raison des travaux. D'autres transformateurs comme celui-là ont été mis en service pour suppléer l'engin calciné. Base navale annexe de la Marine nationale dans la commune du Plateau. La réception officielle du tout nouveau patrouilleur de type OPV-45 réunit des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Moment solennel de cette cérémonie, le lancer du jet d'eau par deux remorqueurs de son appellation le Water Salute. En attendant le baptême de ce patrouilleur de haute mer, le chef d'état-major de la marine souligne la gratitude de son département à sa hiérarchie. Alors Lansina Ouattara, vous nous avez fait voyager dans le temps à travers ce melting pot d'éléments qui nous rappellent aisément ce qui s'est passé en 2023, mais à côté de ces actualités, quelles autres actualités ont marqué 2023 ?
Alors, bien sûr, à côté des événements dont on vient de voir dans le zapping, il y a des actualités politiques fortes qui sont marquées quelquefois donc, par on va dire des activités du président de la République ou la présidente de la République, mais également des activités du gouvernement et bien sûr celles quelquefois des organisations de la société civile ou alors on va dire des organisations privées. Alors, ce qu'on peut retenir par exemple en 2023, il y a par exemple le retour en janvier 2023 des 46 soldats qui étaient au Mali. Ensuite, on peut retenir le discours sur l'état de la nation du président de la République, qui sont des actualités quelquefois qui ont eu de fortes audiences et avec beaucoup d'interactions de la part du public ivoirien et même à l'extérieur. Et à côté de cela, on a eu bien sûr donc, la réception donc, des patrouilleurs parce que la question de la sécurité et surtout la lutte contre le terrorisme reste quelque chose de très, on va dire, très préoccupant pour l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, on a bien sûr des gens quelquefois au dîner dans des reportages là où quelquefois nos reporters sont allés chercher quelquefois. On a par exemple l'unijambiste Abou à Gagnoa qui par exemple réparait des routes, des crevasses donc, sur une voie très fréquentée. Donc vous avez un peu tout cela des sujets comme par exemple le tirage au sort de la CAN 2023 qui a eu lieu donc, en octobre. Donc c'est tout au long d'un point de vue chronologique donc, des événements qui sont revenus comme ça pour les internautes et on a vu donc des millions et des millions de vues en fait. Alors comment justement le public réagit par rapport à cela? Est-ce qu'il y a une interaction assez évolutive justement de ces internautes-là qui vous suivent? Alors il faut dire effectivement que vous savez que quotidiennement on a près d'une dizaine d'éditions donc, de JT télévisés, donc à la direction des journaux d'information et le relais et le meilleur d'ailleurs c'est RTI Info. On a vu que de plus en plus le public réagit de façon on va dire avec une longue traîne, c'est-à-dire que quand vous voyez par exemple le journal ou alors un reportage, on le voit tout juste à la télé, mais il y a une continuité et c'est ça en fait la force, si vous voulez, de l'information en ligne, c'est la possibilité donc de donner de la continuité, un nouveau souffle donc à l'information en fait sur le digital. Et à partir de ce moment-là, réellement donc les journaux qui sont quelquefois donc espacés, avec le digital, on n'a plus vraiment de temps pour que ce soit espacé, c'est vraiment l'information continue et ça, je pense que c'est l'une des, on va dire, des priorités de RTI Info, mais également donc la possibilité donc d'interagir avec quelquefois l'information et même de pouvoir attirer l'attention quelquefois de RTI sur des sujets quelquefois qui sont des sujets de proximité ou alors des sujets de société et ça quelquefois s'inspire éventuellement donc des sujets qui permettent réellement donc d'avoir, on va dire, cette symbiose entre les populations, mais également nous qui sommes un média de service public. Alors ça, je pense que ça fait partie de nos rôles. Alors nous avons des contenus, des reportages qui génèrent des millions de vues. Qu'est-ce qui explique ces performances? Alors, ce qui explique ces performances, c'est la qualité, la pertinence, mais surtout, on va dire, la qualité de toute une rédaction, mais également des journalistes de la RTI. Il faut savoir que c'est à peu près une centaine de journalistes au quotidien, donc qu'ils soient quelquefois sur des événements qui sont à l'étranger, mais aussi donc à l'intérieur du pays et surtout à Abidjan. Et quand vous avez ça, vous avez bien évidemment donc le territoire qui est quasiment maillé et vous avez des gens à l'extérieur. Donc c'est la pertinence, la qualité, mais aussi quelquefois des sujets qui traitent du quotidien des Ivoiriens. Et ça, je pense que c'est ça qui fait réellement donc la force de RTI Info avec quelquefois donc des millions de vues. Et on peut les voir aujourd'hui donc dans nos audiences. Vous avez par exemple sur Facebook 1,5 million de personnes au quotidien qui nous suivent. Vous avez sur Twitter près de 200 000 personnes. Et quand on fait le récap de toutes nos audiences, on est autour de 5 millions de personnes éventuellement, donc qui nous suivent quelquefois, on va dire, dans la semaine ou alors quelquefois mensuellement. Et c'est tout cela qu'on capitalise réellement donc, pour pouvoir comprendre les besoins en termes d'information. Et on arrive réellement donc, à répondre en tant que média de service public donc, voilà, à notre mission, informer, éduquer et divertir. Alors, Lansana Ouattara, quelles sont les perspectives pour 2024 en termes d'innovation éditoriale? Il faut savoir que de plus en plus, c'est que les individus sont à la recherche d'informations personnalisées. Et on va aller vers de l'information personnalisée, c'est-à-dire chaque individu aujourd'hui, on est capable avec le digital d'identifier de façon précise les besoins, les centres d'intérêt donc des différentes personnes qui sont nos internautes. Donc on va aller de plus en plus vers de l'information personnalisée. Et vers cette information personnalisée-là, on va également donc pouvoir comprendre dans les différentes couches sociales quels sont les sujets, les intérêts donc des populations et pouvoir présenter quelquefois des sujets qui sont en rapport quelquefois avec leurs attentes. Alors votre champ d'intervention, c'est la toile. La fête, la CAN, bien sûr, a déjà commencé sur la toile bien avant qu'elle soit ouverte en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, le gros événement en ce début d'année, c'est bien sûr cet événement footballistique. Que prévoyez-vous pour le public de, justement, la RTI, qui suit la RTI? Alors, sur la RTI, il faut dire que depuis
près d'un an, plus d'un an d'ailleurs, la RTI travaille à cela. Il y a l'ensemble, on va dire, de ces supports télé, radio, mais également donc le digital de façon exceptionnelle, parce qu'il faut savoir que cette CAN nous donne le droit, en tant que diffuseur officiel, mais également RTDH, c'est-à-dire radio-télédiffuseur hôte, d'avoir donc des droits, que ce soit la télé, la radio et le digital. Ce qu'on va faire, on va non seulement présenter donc les matchs sur les chaînes de télé, sur les chaînes de radio, mais également donc en streaming, en fait, sur RTI Info et l'ensemble de nos supports digitaux. Et je pense que c'est ce qui va faire réellement donc la différence, avec beaucoup d'interactions qu'on attend du public. Merci à vous, Lansina Ouattara, pour ce bref exposé, mais exposé clair, concis et précis de ce que vous avez eu à effectuer comme tâche au niveau justement de votre service en 2023. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous recevons dans un instant le sport, et ce sera avec Samuel Meij. Samuel Meij, bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons sur ce plateau sur cette magnifique chanson concoctée par le groupe Magic System et plusieurs autres artistes pour dire bienvenue à tous ces Africains qui visiteront la Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous vous accueillons avec cette chanson pour vous dire bienvenue à Aquaba sur notre plateau. Avec vous, nous allons parler de l'actualité autour de la CAN, de l'hospitalité, de la 3e édition de la Women's Champions League en Côte d'Ivoire, également de la médaille d'or de Cissé Cheikh Salah. Le résumé de toutes ces actualités avec Jean-Sylvain Ressot. Attendue depuis plus d'un an, la mascotte de la CAN a été dévoilée le 7 juillet 2023 au cours d'une belle cérémonie. Elle se nomme Aquaba et représente un éléphant paré de couleurs chaleureuses. Aquaba est une expression communément utilisée en Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue aux invités. Des visiteurs du continent et du monde footballistique qui ont été séduits par le discours du président du COCAN, Albert François Amicha, lors de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023 qui s'est tenue au Parc des Expositions d'Abidjan le 12 octobre 2023. Mesdames et messieurs, je voudrais solennellement vous donner l'assurance et prendre l'engagement que la Côte d'Ivoire tiendra son pari d'organiser la meilleure des CAN, comme l'a voulu son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, et comme le désire Monsieur le Premier ministre, le gouvernement et les populations ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a hérité du groupe A en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Quelques jours après le tirage au sort de la CAN, la Côte d'Ivoire a réussi le pari d'abriter la 3e édition de la Ligue des champions féminines, une compétition qui se présentait comme un test grandeur nature. Le tournoi s'est joué dans les villes de Korogo et San Pedro. Sur le plan organisationnel, la CAF a félicité les autorités ivoiriennes pour la qualité des infrastructures avant de se réjouir de l'engouement incroyable des supporters ivoiriens. Une 3e édition dominée par l'équipe du Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. L'année 2023 a également été illuminée par le taekwondoïne Cissé Cheikh Salah qui a remporté le 4 juin à Bakou, en Azerbaïdjan, le trophée de champion du monde des plus de 80 kg après avoir battu en finale le Mexicain Carlos Sansores. Au nom du président, j'ai félicité son fils en lui disant qu'il est fier de lui, il est heureux qu'il ait porté la Côte d'Ivoire à ce niveau et il lui demande de continuer à monter encore beaucoup plus, c'est possible. Pour les jeunes, il faut que chacun aille dans ce domaine, que chacun essaie de s'élever en s'élevant, élève la Côte d'Ivoire. Autre discipline qui a brillé à l'international lors de l'année 2023, le dodgeball. Les éléphants ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de dodgeball qui s'est déroulée du 28 novembre au 1er décembre 2023 à Meknes, au Maroc. Un élément de Jean-Sylvain Ressot, Samuel Meij, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors les caméras du monde entier seront braquées sur la Côte d'Ivoire à la faveur de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qu'accueille notre pays. Et pour réussir ce grand pari, le pays se dote d'infrastructures. Et oui, le pays se dote d'infrastructures. C'est plusieurs milliards de francs CFA qui ont été donc consentis par la Côte d'Ivoire afin d'avoir ces 6 stades aux normes internationales. Également un terrain d'entraînement pour chaque équipe. Il faut noter que cette CAN, nous aurons 24 équipes qui vont s'affronter donc en Côte d'Ivoire dans les 5 villes, Abidjan, San Pedro, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro. Et c'est une ferveur totale en ce moment donc dans toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques jours, vous imaginez un peu donc
donc l'ambiance qui prévaut dans ces villes. Mais il faut retenir que 2023 a été quand même l'année où tout cela s'est mis en place. Le chef de l'État a fait accélérer les chantiers avec la nomination d'un nouveau Premier ministre pour continuer et poursuivre l'œuvre donc de l'ancien Premier ministre. À l'effet donc de ce match Côte d'Ivoire-Mali au niveau donc du stade des Bimpe, il y a eu ce scandale donc qui a coûté la tête à certaines personnalités. Mais c'est cela aussi 2023. Il faut retenir qu'après cela, les choses se sont très rapidement donc accélérées. Et puis nous avons nos infrastructures. La Côte d'Ivoire est prête, on peut le dire désormais, pour accueillir cet événement donc qui sera assez médiatisé pour mettre encore une fois notre pays en lumière. Et toutes ces choses sont à mettre à l'actif du chef de l'État et tout son gouvernement qui travaille à cet effet. La Côte d'Ivoire, avec ses supporters également, attendent la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire, on le sait. Et Jean-Luc Gasset a pris le soin donc de travailler avec tous ces jeunes qui en veulent et qui veulent naturellement donc donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire briller le drapeau ivoirien. Les 27 commandos sont finalement connus et ils viendront défendre les couleurs de notre pays au stade des Bimpe parce que c'est là-bas que le groupe A, groupe dans lequel est logée la Côte d'Ivoire, ce groupe A-là va s'exécuter donc avec plusieurs autres nations, dont le Nigeria, que les supporters ivoiriens craignent. Mais c'est cela aussi la compétition. On verra qui pourra se sortir donc de ce groupe A. Et le groupe RTI qui est également prêt pour l'événement, Samuel? Oui, le groupe RTI est prêt, donc les équipes sont en pleine répétition et les équipes vont se déployer sur toute l'étendue du territoire, pas que dans les 5 villes concernées par la compétition, en dehors donc des 5 villes qui vont voir évoluer les équipes. D'autres villes vont être naturellement occupées par les équipes de la RTI, question de voir un peu la ferveur dans toute la Côte d'Ivoire. La RTI a déployé les grands moyens et vous aurez les 52 matchs qui seront diffusés en direct sur toutes les chaînes du groupe RTI, RTI 1, également la 3 et le digital. Donc vous imaginez, Radio Côte d'Ivoire également donc va faire ce qu'il faut pour que tous ceux qui adorent le football soient servis en matière de communication. Alors, autre fait saillant qui aura marqué en 2023 sur le plan sportif, c'est bien sûr cette médaille d'or de Cissé Cheikh Salah, junior au championnat du monde de taekwondo, Samuel. Cissé Cheikh Salah, oui, on pourra le dire, 2023 a véritablement souri à ce champion. Il a fallu donc qu'il se mette un peu en retrait, pour suffisamment travailler et revenir sur le devant de la scène. Il faut le noter, Cissé Cheikh Salah a été champion olympique donc en 2016 et après il y a eu un passage à vide. Il revient de plus belle. 2023, Cissé Cheikh remporte la seule médaille qui lui manquait donc au niveau de son palmarès, la médaille de champion du monde, parce que dans le même temps, il a changé de catégorie. Il passe à la catégorie des plus de 87 kilos. C'est Cheikh Salah aujourd'hui avec son entraîneur, donc Sanchez Ramos Juan Antonio, fait des merveilles. Et puis voilà, l'enfant a repris confiance en lui. Il a un mental d'acier. Cheikh Salah a été désigné meilleur athlète taekwondo au monde. Il a été également désigné meilleur athlète 2023 en Côte d'Ivoire. Il a intégré le comité international olympique. Il faut le dire, c'est une année 2023 qui finalement lui donne des occasions de penser qu'il pourrait faire quelque chose également à Paris 2024 parce que justement il a ces Jeux olympiques là donc en ligne de mire, remporter une autre médaille d'or, pourquoi pas pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous Samuel Mech pour toutes ces précisions. En attendant, nous sommes impatients que s'ouvre cette fête du football africain en Côte d'Ivoire. Et j'espère que vous avez déjà votre maillot. Le maillot est là et il attend seulement que les éléphants sortent le grand jeu et nous ferons la fête pour accompagner justement ce sacre des éléphants. Alors juste avant, Samuel Mech, de vous laisser partir, Madame, Monsieur, nous vous invitons à suivre à présent un élément qui va vous renseigner sur la préparation d'un journal télévisé. Vous les accueillez à des heures bien indiquées dans vos maisons, à des heures précises, 13h, 20h, 6h30, 19h30. Ces journalistes travaillent en équipe. Derrière la caméra, c'est toute une équipe de petites mains qui travaillent pour proposer le journal télévisé. Dans cet élément, nous vous invitons à suivre comment se prépare un journal télévisé depuis son lieu de tournage jusqu'à sa présentation. Reportage. Comme tout le lundi, la direction des journaux d'information de RTI 1 entame la semaine à 9h par la grande conférence de rédaction. La présentatrice livre en substance les informations dominantes de l'actualité. Puis, la rédaction procède au diagnostic de toutes les éditions de la semaine écoulée. C'est au cours de cette réunion qu'on fait le bilan.
avec tous nos collaborateurs. On fait un point de ce qui a marché la semaine précédente, et ce qui n'a pas marché, et essayer d'améliorer l'édito, les reportages pour nos téléspectateurs. Cette année surtout, on veut coller à l'actualité qu'est la CAN, donc ça nous demande de travailler encore plus pour proposer de bons produits à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus exigeants. Pendant que la conférence de rédaction bat son plein, la chef d'édition et son assistante éditoriale s'activent à sortir le conducteur du journal télévisé de 13h, c'est-à-dire l'ensemble des reportages qui seront proposés aux téléspectateurs. Le conducteur est ensuite soumis à la validation de la rédactrice en chef. Des lignes qui allaient percuter directement, il y a incendie là-bas. Donc on va changer au niveau du Japon. C'est le titre. Maintenant, est-ce qu'on aura les images? Les chefs d'édition nous proposent du contenu qu'on essaie de voir. On regarde la hiérarchisation de ces éléments. On essaie de voir si ce sont des éléments d'actualité, s'il y a des informels. Et voilà, on valide le conducteur sous le contrôle de nos différents patrons, de notre hiérarchie. Sur la base du conducteur validé, la présentatrice du 13h prépare minutieusement son journal. Tu as tous tes éléments? Oui, tous les éléments ont été emmenés par l'assistant. D'accord. Donc, bon journal. Et puis, à 13h pour la messe. Pendant ce temps, l'équipe de réalisation du journal télévisé de 13h prépare le plateau et agence les reportages avant la prise d'antenne de la présentatrice. Les journalistes, dont les reportages sont prévus pour diffusion, s'attellent eux aussi à finaliser leur montage pour être dans le temps. Et quand l'horloge affiche 13h, la présentatrice Marine Cognan prend l'antenne pour 30 minutes d'information. Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Ce journal est traduit en langue des signes. Voyons ensemble les titres sommaires de ce journal. Après l'édition de 13h, les journalistes de la rédaction se réunissent à nouveau à 15h. À l'ordre du jour, critique du journal télévisé de 13h et préparation de la grande édition de 20h. Les journalistes dirigés par Abiba Dambélé Saoué restent mobilisés et engagés à offrir des contenus de qualité aux Ivoiriens. Madame, monsieur, vous avez à présent une idée claire et précise de comment est préparé le journal télévisé. Samuel Metch, merci à vous d'avoir été des nôtres cet après-midi pour cette émission rétrospective. Je voudrais à présent appeler l'ensemble de la rédaction de ces journalistes présents avec nous en studio, leur demander de nous rejoindre ici et maintenant pour ensemble célébrer cette nouvelle année qui donc débute avec Madame la directrice des journaux d'information à la tête, Madame Abiba Dambélé Saoué, la Red Chef, Delphine Blas, Lancine Bakayoko, chef du service économie, Jean-Jacques Kouaméala, Grace Kando, Abou Sanogo. Voici des visages que vous entendez, des noms que vous entendez, des visages que vous reconnaissez certainement. Davy Soyo. Merci, mesdames, messieurs, de nous suivre, de rester fidèles au programme de la RTI pour cette année 2024. Les perspectives sont bonnes et nous avons d'ailleurs du champagne pour saluer cette nouvelle année. Je vais me faire fort d'ouvrir ce champagne. J'espère que je vais y arriver avec l'aide, bien sûr, de Sephora Zegui qui va donc m'aider à ouvrir cette bouteille de champagne. Nous voulons dire merci à toute l'équipe qui a travaillé à la préparation et la conception de cette émission rétrospective. Au cours de celle-ci, les grands points qui ont marqué l'actualité en 2024 vous ont été proposés par l'ensemble des journalistes de la rédaction. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de découvrir des visages. Et voilà, c'est parti. Voilà, c'est la fête. Voilà, du champagne. Le champagne pour du ceux champagne, qui boivent de l'alcool. justement, Le champagne, c'est de l'alcool. du champagne pour saluer cette nouvelle année et également ces perspectives qui s'annoncent belles et glorieuses pour 2024. Merci. La CAN, cette année, c'est chez nous en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, nous voulons vous souhaiter une excellente fête, une excellente année 2024. Bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire et que Dieu garde notre pays. Bonne année à tous. Bonne année. Bon, allez. On va habiller l'élément avec. On va habiller l'élément avec. La CAN, c'est chez nous. À quoi va à tous ceux qui nous rejoindront en Côte d'Ivoire. Appelle la dame là, elle n'a qu'à venir. Bienvenue à toute l'Afrique. Merci. La Côte d'Ivoire souhaite la bienvenue à toute l'Afrique à la faveur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de drapeau.
Voilà. Venez, tous ces visages qui ont travaillé dans l'ombre afin de rendre cette émission possible. L'équipe de production qui nous rejoint. Le chef de plateau également qui nous rejoint. Voilà. Bonne heureuse année 2024 à toutes et à tous. Merci. Voilà.